SDL, ça veut dire Secure Development Lifecycle, et l'objectif, c'est effectivement d'intégrer la prise de conscience de la nécessité de faire des développements sécurisés depuis la phase de conception, depuis la phase de recensement des besoins. C'est un sujet sur lequel on a à la fois une partie méthodologique, mais aussi une partie outillage. Donc en fait, il y a toute une série d'outils qui permettent d'améliorer de manière assez substantielle la qualité des logiciels en matière de sécurité, mais également, et c'est toujours de la méthodologie cette fois-ci, la capacité à autoriser qu'une version de logiciel ne soit pas mise sur le marché ou mise entre les mains des utilisateurs s'il s'agit d'un DSI, si elle n'est pas conforme à un minimum en termes de qualité et en termes de, notamment, bugs de sécurité considérés comme critiques ou importants. On peut avoir l'infrastructure la plus sécurisée de la planète. Si on pose sur cette infrastructure un logiciel qui est insuffisamment sécurisé, tout ce que l'on a fait comme travail sur l'infrastructure aura été fait en vain. Bon, il y a effectivement un certain nombre de bonnes pratiques qui sont quand même maintenant un peu établies dans l'industrie. Je ne sais pas si je prends le cas des développements web, il y a notamment une checklist qui est publiée par l'association OWASP, qui permet au moins d'essayer d'éviter de tomber dans les mauvaises pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est plutôt de lutter en tant que DSI contre la tentation naturelle qui consisterait à dire quand je lance un appel d'offres, je vais systématiquement au moins 10 ans et je ne me pose pas forcément la question de savoir quelle est la société qui a réalisé le développement le plus sécurisé. Et donc, ce que l'on pourrait imaginer, par exemple, c'est que dans un appel d'offres, on puisse insérer tout ou partie des briques de SDL dont je parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, dans ces briques, qui sont d'ailleurs publiques, ce ne sont pas des choses qu'on garde pour nous, il y a, on va dire, l'essentiel de ce qui permet de développer du code sécurisé. Et donc, la moindre des attentes qu'on pourrait avoir, c'est de faire en sorte que chaque DSI prenne le soin de spécifier ce type de méthodologie dans ces appels d'offres. Cette idée de modélisation des menaces, c'est un élément qui est, pour nous, est devenu essentiel dans la façon dont on développe des logiciels. Donc en fait, cette modélisation de menaces, elle est renseignée module par module, ensuite elle est insérée dans une base de données, et en fait on s'assure que pendant la phase de développement, la phase de test, la phase de support, ce qui a été prévu au départ comme étant toutes les méthodes d'atténuation de ces menaces, continue d'être suivi et continue d'être opérant pendant la vie d'un produit, parce qu'un produit c'est un objet vivant, donc qui évolue au cours du temps, et donc si on commence à rajouter des rustings qui dans la pratique ouvrent béantes des portes qu'on avait prévues au départ comme devant être effectivement fermées, ça pose évidemment problème. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une modélisation des menaces qui résiste pendant la totalité du cycle de vie de l'application. Ce qu'on constate depuis maintenant quelques années, c'est que les attaques en question, elles sont de plus en plus ciblées. Ça veut dire qu'en fait, quand on attaque une entreprise, une organisation particulière. On n'attaque pas celle d'à côté. L'objectif, c'est essentiellement de pouvoir attaquer une entreprise, de pouvoir y rester, si possible, très longtemps, donc sans se faire voir, et avec comme volonté de voler des informations. Donc en fait, on s'attaque à la propriété intellectuelle, propriété industrielle, secret de fabrication, etc. etc. Ce que ça a comme conséquence pour les entreprises qui sont victimes, c'est qu'un jour vient où elles se rendent compte que leur système d'information ne leur appartient plus. Et donc ça, je pense que c'est probablement les menaces les plus importantes qui se voient jour ces dernières années et qui ont des conséquences qu'il est très difficile à chiffrer. À la fois parce que ces attaques, la plupart du temps, en tout cas dans l'état où se trouve la loi en France, sont des attaques qui sont maintenues assez secrètes, c'est-à-dire qu'en général les entreprises ne créent pas sur les toits qu'elles ont été victimes de ce genre d'attaque. Et je dirais que sauf quelques cas un peu particuliers où on a su d'une manière générale que l'attaque avait eu lieu, il y a beaucoup d'attaques dont on ne soupçonne pas l'existence. Pour autant, les conséquences de ces attaques peuvent être extrêmement profondes et ne pouvoir se voir que des années et des années plus tard. Si on prend l'idée qu'une entreprise a été dépossédée de son savoir-faire, de sa capacité de fabrication d'un objet unique, et que cette information a été prise par ses plus proches concurrents, il est clair que la pérennité, voire même la survie de l'entreprise sur le moyen et le long terme peut se poser, même si c'est une très grande entreprise.